Alors, moi je vais me lever. Déjà, franchement, bravo. Alors, déjà, je commence par me présenter. Je m'appelle Carlos. Je suis gabonais. Donc, je suis non congolais. Il n'y a pas que des Congolais dans la salle, en fait. Pourquoi je précise ça? C'est parce que, en fait, euh, j'ai tout de suite, tout de suite, quand j'ai commencé à me conscientiser, j'ai très tôt pris conscience de l'importance de l'histoire du Congo, en fait. J'ai lu beaucoup de choses, et c'est notamment un ouvrage d'un doyen qui s'appelle Raphaël Bachikama, voilà, que j'ai trouvé vraiment très scientifique. Moi, je suis scientifique, c'est ma formation. Très scientifique parce que il a recueilli non seulement les rites, les traditions orales des anciens, etc., mais ensuite il a exploité les écrits de portugais, enfin voilà, des colons et tout, et puis ça appuie aussi sur les travaux des gens qui ont fait des thèses là-dessus. En fait, il a synthétisé tout ça dans son ouvrage. Ça s'appelle L'Empire du Congo et les Bas-Congo, pour ceux que ça intéresse. C'est Raphaël Bachikama. Oui, il est ici. Hein? Il est ici. Ah oui, voilà, il est ici. Donc, demandez à Narmer. Enfin bref, pourquoi je précise ça, c'est parce que euh, quand j'ai lu cet ouvrage, j'ai compris l'importance de connaître exactement l'histoire. Quand on ne connaît pas bien l'histoire de quelque chose, on tombe dans certains travers, en fait. Je veux dire, si je ne connaissais pas bien mon histoire, c'est comme dans le Men in Black où il y avait le gars qui vient mettre le bâton, boum, tu oublies qui tu es. Celui qui oublie qui il est, bah, on va l'emmener n'importe où, en fait. C'est ce qui s'est passé avec le peuple Congo, c'est que le colon arrivé, comme Men in Black, avec toute la violence coloniale, parce que je rappelle, excusez-moi d'être un peu long, je vais poser mes deux questions, mais je tiens vraiment à le dire. Je rappelle que d'après, quand vous étudiez les statistiques d'esclavage, ok, oh, bon, après il y en a, l'autre là, il dit 11 millions, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais vous prenez le total des esclaves qui ont été déportés, alors vous voyez qu'en fait c'est pendant la période 1700 et 1800 qu'il y a le plus grand taux de déportation, ok. Pourtant, ça a duré 5 siècles, 4 siècles, enfin bref, minimum, quoi. Mais c'est pendant cette période-là qu'il y a 80% d'esclaves qui ont été déportés. Et la majorité des statistiques donnent au Brésil. Et la majorité des esclaves au Brésil viennent du Congo. Donc, en fait, l'esclavage a saigné vraiment le Congo, mais d'une façon dont je n'avais vraiment pas vraiment conscience, quoi. Parce que quand on parle d'esclavage, c'est Kunta Kinte, enfin voilà, on est à l'ouest, en Afrique de l'Ouest, quoi. Mais vraiment, cette région, elle est vraiment déterminante. Pourquoi je précise ça? C'est parce que, en fait, quand on comprend l'histoire vraiment de l'Empire Congo et qu'on comprend que l'Empire s'est vraiment construit sur l'unité linguistique, ok, notamment autour du Kikongo, là vous avez raison, mais le Kikongo est juste une sous-famille d'un grand groupe qui est le groupe Bantou et qui commence au Nigeria, qui finit en Angola. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment le plus grand empire du monde Bantou. Donc c'est géant en fait l'influence que le Congo avait sur l'Afrique en fait, l'Afrique centrale, mais en tout cas sur l'Afrique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tout à l'heure, vous avez fait votre présentation, moi je suis gabonais, et quand on parle des Téké, c'est des Gabonais, et l'empire Téké, etc., mais je ne sais pas si beaucoup de Congo, mais c'est un faux empire en fait. C'est un faux empire. Je n'ai pas parlé d'empire. Hein. Ah, royaume, pardon, royaume. C'est un faux royaume. Il y a beaucoup de royaumes qui sont nés parce que le colon a frappé l'empire du Congo, en fait. La violence coloniale a fait que ils ont, par exemple, pour l'Empire du Congo, c'est un prêtre du royaume Congo, parce que dans le royaume Congo, on avait des prêtres voilà, il y a plusieurs prêtres, il y a un roi, il y a des prêtres, il y a des gouverneurs, etc., etc. C'est un prêtre, comment il s'appelait déjà Makoko. Makoko, ok. Eh bien, les Portugais ont fait que ce gars-là, tu es roi maintenant. Mais bon, lui, il ne s'est pas rendu compte, quoi. Voilà.
Mais sauf que maintenant, mais c'est pas un roi, c'est juste il dépend de Banza Congo. Ok? Voilà comment on a dit le royaume de Bakoko. Et du coup, les peuples comme les Teke, qui ont été enfermés dans ce royaume, ont fini par croire. Un peu comme on a vu le Rwanda aujourd'hui. Aujourd'hui, les Tutsis et les Hutus croient qu'ils sont différents, alors qu'on peut reconstituer comment le colon a divisé ces peuples. Donc, pourquoi j'ai fait cette précision? C'est parce que je me dis, est-ce que c'est pas aussi, entre guillemets, dangereux quand on ne connaît pas bien l'histoire et qu'on est sincèrement dans une erreur de se dire, tiens, par exemple, bon, bah, l'empire du Congo, l'empire l'histoire du peuple Congo, d'accord? Certes, les Bas-Congo ont une grosse importance dans ce... Hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive de ramener le filet, entre guillemets, dans le truc un peu Bas-Congo centré et de donner une importance moindre aux autres peuples qui faisaient l'empire du Congo? Ça, c'est ma première question. Et, 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 et en fait, cette première question-là, je la prolonge aussi en demandant, est-ce que vous savez que Nimia Lukeni n'est pas le tout premier, en fait. Moi, j'ai eu un listing des rois du Congo. Il y a, j'ai pas compté, mais je peux retrouver la liste. Hein. Je connais. Voilà. Donc, de tout centrer sur Nimia Lukeni, on peut croire que tout a commencé, l'Empire du Congo a commencé avec Nimia Lukeni. Ça ne diminue pas sa force, attention. Il a vraiment dans cette unité, effectivement, de clan Zakou, etc. C'est très important dans l'Empire du Congo. Mais c'est aussi important de préciser que ça n'a pas commencé avec lui, parce que moi, si j'écoute, parce que là, j'ai mal entendu, j'ai l'impression que ça a commencé avec lui, quoi. Voilà. La deuxième question, je m'arrête là. La deuxième, je m'arrête là, c'est justement dans ce truc de royaume Congo, royaume Angola, royaume Teke, etc., que l'on sait être les résultats du choc colonial. Est-ce que c'est pas aussi dangereux de raconter l'histoire du Congo comme étant une histoire qui est à côté d'un autre royaume, Est-ce qu'on ne tombe pas justement dans le piège colonial, en fait, en faisant ça? Je ne sais pas si c'est clair mes questions, mais voilà, c'est mes deux questions. Merci. Claire, merci. Alors pour la première question, c'est comment dire, j'ai abordé ça tout à l'heure parce que j'ai eu des débats avec les Mbuta, c'est pour savoir en fait justement est-ce que les Bakongo, comment les Bakongo étaient avant Nimukeni, à quel point il y a eu un avant et un après. Donc parce que est-ce que Nimukeni est le premier entre guillemets Totila? Là il y a plusieurs versions. En fait, il y a une qualité de versions. Moi je suis de ceux qui disent qu'il est le fond parce que il est le fondateur du Kintotila Kakongo, de Banza Congo. Ça ne veut pas dire que les Bakongo n'existaient pas en tant que peuple avant, qu'il n'y avait pas une organisation. Mais l'État, parce que c'est un État aussi, Congo Totila, n'existait pas. Après, il ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres figures de chefs, mais qui n'avaient pas le titre de Ntotila. Parce qu'avant Congo Ntotila, par exemple, on parle de Congo Diatuku, donc le Congo d'origine. Il y avait aussi, puisque Congo a une forme matrilinéaire, mais parce que les premiers chefs du Congo, c'était des femmes, des 4 femmes. Donc, celles que je connais bien, enfin surtout en tête, c'est une Kenge, une Sona, tout ça, qui ont donné les 4 jours de la semaine. En fait, ce sont les 4 reines matriarches, par exemple. Et ça, c'est bien avant Nimalo-Keni. Sauf que Nimalo-Keni, oui, il est le fondateur de Congo Ntotila en tant qu'État. Congo Ntotila ou Kintotila Kakongo. Congo Ntotila, c'est le territoire Congo du Ntotila. Le Ntotila, c'est Nimalo-Keni parce qu'il a rassemblé les peuples. Parce que Ntotila, c'est un rassemblement de peuples. Ça, donc, oui, moi, quand on raconte l'histoire de Congo Ntotila commence avec Nimalo-Keni. Mais l'histoire des Bakongo ne commence pas avec Nimalo-Keni. Oui, la différence, vous avez raison de la faire, mais je la fais moi aussi. Ensuite, pour ce qui est Royaume Teke et compagnie. Mais là, attention, parce que c'est vrai que l'importance du Makoko, ça a été donné pas par les Portugais, par les Français. En fait, puisqu'il fallait, comme le Portugal réclamait
des droits historiques sur l'occupation de la région, parce qu'en disant qu'on était les premiers arrivés là. Donc du coup, le territoire du Congo d'Intoutila, donc jusqu'au Gabon, est le nôtre. Et du coup, les Français qui sont arrivés par le Gabon, ils ont donné encore plus d'importance au dit Makoko. Ça, je connais bien cette version. Sauf que bon, le mot Makoko, c'est comment les Congos l'appellent. Les Téké l'appellent Lonko. En fait, et ça, j'ai expliqué ça au début, c'est que justement, moi j'ai essayé de voir aussi la version des Batéké, donc même des Nzi, puisque les Nzi, c'est comment ils s'appellent. C'est les Bakongo qui appellent les Batéké. Les Batéké eux-mêmes ne s'appellent pas les Batéké. Donc j'ai essayé justement de voir les différentes versions au nord du Royaume Congo, donc les Téké, et au sud les Bundu, de voir quel était leur récit à eux de leur histoire. Et ensuite en comparant avec celle-ci, c'est de ça que je me suis nourri pour l'histoire de Mélokini. Parce qu'une chose, parce qu'en fait, dans l'histoire en fait, des Bakongo, surtout pour la notion d'État, ça a changé au cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des réalités du 19e siècle qui n'étaient pas celles du 17e, du 18e, du 16e, du 15e. Parce que, certes, il y a des Makoko, en vrai, donc, des Fumu, des Mafuko, qui étaient des vassaux, entre guillemets, ou des représentants du Congo d'Ntotila, mais Lonko Dembe, par contre, lui, il n'a jamais été le vassal vraiment de Congo d'Ntotila. Il a fait partie du Congo d'Ntotila, mais d'égal à égal, parce qu'il y a des moments où les Téké, en tout cas l'entité politique des Téké, est au même niveau au Congo d'Ntotila. Ça, il y a une convergence des sources orales et écrites sur la puissance originelle du royaume Téké. Notamment la zone de Mindoli de Boko-Soro, actuellement au République du Congo, avant, où il y a les mines de cuivre, ça a été une zone d'affrontement entre les Téké et les Congos pour contrôler ces mines de cuivre-là. Et ça, c'est une zone d'affrontement avant même le 15e siècle. Donc, oui, à un moment les Français ils ont instrumentalisé la royauté Téké. Après, qu'est-ce qu'on appelle royauté? C'est aussi ça, mais ce que moi je veux dire, c'est que l'entité autonome des Téké a existé politiquement. Les Téké n'ont pas toujours été arrimés à Congo d'Ntotila. Mais il y a une parenté, ça c'est clair et net. Que j'ai rappelé aussi tout à l'heure le mythe de Ngunu, qui est commun au Congo et au Téké. Sauf que les Téké ne donnent pas le même sens, parce que Ngunu, en tant que Congo, on connaît comme juste une aïeule commune qu'on a avec les Batéké. Mais pour les Téké, Ngunu, ça signe aussi de l'agriculture. Là où je sers l'agriculture. Donc, vous avez raison qu'il y a eu une instrumentalisation, notamment des Français politiques, parce que c'est vraiment les Portugais n'ont pas tellement instrumentalisé, ils n'avaient pas les moyens, c'est plus les Français qui ont utilisé. Mais pour autant, je pense pas, en tout cas, je pense pas tomber dans le travers que vous craignez d'accentuer sur j'acte d'un fait, en fait, tout simplement, que Congo d'Ntotila a été fondé par Nimokini, mais c'est la réalité historique. Parce que ce qui existait avant, ce n'était pas Congo d'Ntotila. Ça ne veut pas dire que le peuple n'existait pas, mais il y a vraiment eu un avant-après. Il y a des lois et des coutumes qui n'existaient pas avant, que lui, il a fondé. L'organisation même du royaume en province, mais aussi en parcelle gérée par les clans. Donc, Congo d'Mpanzo, Congo d'Mpangala, Zita Dianza, ça n'existait pas autant avant Nimlokini. C'est lui qui a fait en sorte que Banza Congo devienne Zita Dianza, le nombril, le centre du monde. Avant, il y avait Congo d'Atuku, par exemple. Mais il n'y avait pas Congo d'Ntotila. Je ne sais pas si vous me... Oui, moi, je ne veux pas monopoliser la parole, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions à poser, mais effectivement, j'ai envie quand même de dire, j'apprends, hein, je suis là pour apprendre. Je ne prétends pas avoir une connaissance. Notre discussion a pour but vraiment que j'apprenne des choses. En fait, je veux dire,
la migration même du peuple Congo, ok? Quand moi, bon, je suis en train d'étudier ça, parce que bon, moi je suis kémite, donc depuis l'Égypte antique et tout ça, c'est tout un travail, mais quand ils arrivent justement dans la zone, la première région, donc vous l'avez dit, c'est Congo-Diapangala. Et bien, quand ils créent Congo-Diapangala, il y a une capitale déjà, la toute première capitale. Mais en fait, la capitale, elle se déplace à chaque fois qu'ils agrandissent le royaume. Et effectivement, quand ils arrivent en Banza Congo, mais je suis d'accord, à ce moment-là, c'est la plus grande, vraiment, c'est la capitale définitive, quoi. Voilà. Et là, effectivement, oui, si c'est. Justement, la différence, c'est que. Juste pour finir. Voilà. Et moi, en fait, si je rappelle ça, c'est aussi une façon pour moi aussi de me cultiver sur l'Empire du Congo. Parce que pour moi, c'est très important. Comme dirait, je ne sais plus quel est notre leader là, que l'Afrique, c'est comme un gun et la gâchette se trouve au Congo. Hein? Fanon. Ouais, c'est Fanon, exactement. Donc pour moi, c'est très important de ne pas... parce que moi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus et j'ai l'impression que chacun a sa version, quoi, de l'histoire du Congo. Et si je n'étais pas tombé sur le livre de Doyen Bachikama, j'aurais pas eu vraiment une approche historico-scientifique qui a fait que, bah, du coup, quand j'écoute quelqu'un, je suis capable de l'interpeller sur tel point que j'ai pas bien compris, etc., etc., etc. Donc, moi, vraiment, pour moi, c'est important que je pose cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que on fait attention à pas tomber, parce que ce que le colon nous a fait le pire en Afrique, c'est de nous laisser entre guillemets, une sorte de tribalisme qui est vraiment, qui sont les séquelles du choc colonial. Ce qui fait qu'on pense réellement qu'on est comme ça. Et que l'autre là, le voisin, non, 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 etc. Donc on récupère une histoire, et parce que ça a été raconté par mon grand-père, mon arrière-grand-père, ah oui, mais mon arrière-grand-père, c'est 1800, hein. C'est mieux, je veux dire, on existe depuis, le blanc est revenu en 1400. Donc, si je fais confiance à mon arrière-grand-père, qui a reçu lui aussi une histoire qui est déjà gaspillée par le choc colonial, et que je prends ça comme en disant, c'est mon donc c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas un danger justement à récupérer, voilà. C'est dans ce sens-là que je ne suis pas tombé dans ce travers-là. En tout cas. Ah non, 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 je pose en général, je n'accuse pas. Je connais très bien Bachikama, que j'ai beaucoup utilisé pour ce livre, mais après, c'est une ressource pour moi, Bachikama, parmi tant d'autres. Bien sûr. Parmi tant d'autres, parce que c'est un historien autodidacte qui a beaucoup apporté, qui a beaucoup fait, mais c'est un travail à compléter. D'ailleurs, son petit-fils aussi, l'historien, il est moins connu dans le monde francophone parce que c'est un Angolais qui est en portugais, mais Patricio Bachikama, il a aussi continué sur les traces de son grand-père. Et il y a d'autres historiens Congo aussi qui ne sont pas connus, qui ne sont pas publiés, que j'ai consultés. Bachikama n'est pas seul. Et puis il y a des sources aussi en dehors des historiens, par exemple la liste des rois, des ministres qui circulent. Mais après, voilà, il faut aussi fact-checker en fait. En fact-checkant, pour moi, c'est avec ça que je me permets en tout cas de prendre ou de ne pas prendre. Et ce travail-là, c'est ce que j'ai fait en fait pour